Toujours avec nos invités Constant Lemou et Corneille Norbert Kouassi du Togo 2021. On fait donc le bilan sur le plan du Togo, mais un bilan plutôt politique. Une majorité sereine face à une opposition encore fébrile. L'année 2020 a été une année électorale au Togo qui a vu à nouveau la victoire du candidat de l'Union pour la République avec un score fleuve. Eh bien, depuis cette période, on a comme l'impression que l'opposition togolaise a sombré dans une sorte de léthargie. L'année 2021 n'a pas arrangé la situation sur le plan national. Difficile de sentir cette opposition. Corneille Kouassi, vous qui êtes aussi par ailleurs observateur de la vie sociopolitique au niveau du Togo, est-ce que vous avez fait aussi le constat de cette léthargie de l'opposition togolaise? Oui, une léthargie de l'opposition togolaise parce que, vous voyez, il y a des opposants qui mangent déjà dans les assiettes de ceux qui sont au pouvoir. Que les gens m'excusent, je ne suis pas togolais, mais en tant qu'analyste politique, je peux apporter quelque chose de positif. Et il y a eu un pouvoir très fort au Togo au temps du père Yassimbe. Et quand Faure Essosina vient au pouvoir, il va consolider le même pouvoir parce que les mêmes personnes qui ont dirigé avec son papa seront toujours là pour diriger avec lui. Mais ce que l'opposition doit faire, l'opposition doit changer les anciens clichés. Les anciens clichés, c'est quoi? C'est les marches. Les marches ne peuvent plus faire tomber un président en Afrique, à condition que l'Occident ne soit pas avec ses pouvoirs. Sinon, tant que l'Occident sera avec le pouvoir, sauf que la marche a été implémenté par l'Occident. À ce moment, le pouvoir en place peut basculer. Mais si c'est une marche qui est faite par les opposants eux-mêmes, ça ne passera pas. Donc, il va falloir que l'opposition s'asseye, que l'opposition discute. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 60 ans? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 40 ans? Qu'est-ce qui n'a pas marché au temps du père Eyadema? Et qu'est-ce qui n'a pas marché depuis que le président Faure a pris le pouvoir? Si les gens veulent avoir une alternance, il va falloir changer de paradigme. Et le paradigme, pour changer le paradigme, ce serait un peu difficile parce que tous nos hommes politiques veulent forcément devenir président de la République. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut avoir un parti politique seulement pour animer la vie politique dans son pays, mais pas parce qu'on a un parti politique pour venir au pouvoir. La vocation du parti politique est de conquérir. Oui, la vocation du parti politique est de conquérir le pouvoir. Mais on dit que la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. Je vous donne un exemple simple. On joue dans une équipe de football où je joue un numéro 10, mais l'équipe dans laquelle je joue, Lionel Messi, est numéro 10 comme moi. Il faut que j'apprécie la situation du moment. Ça veut dire que je ne peux pas jouer ce match de football à 100%. Si je joue, c'est que Messi est blessé ou bien Messi est absent. Vous voyez qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en place est encore fort pour l'opposition. Donc, il faut que l'opposition change de mécanisme. Il faut qu'il s'asseye pour trouver un mécanisme dans lequel il peut passer pour créer cette alternance. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une alternance de violence. Ça veut dire quoi? Parce que le monsieur est là, il faut qu'il parte coûte que coûte par la violence. Moi, je ne suis pas adepte de la violence, mais je suis adepte du droit. Il faut trouver des mécanismes de droit. Comment faire pour convaincre le peuple, pour que dans les urnes, on puisse battre celui qui est là? Comment faire pour que par des mécanismes de droit, quand on bat celui qui est là, il puisse dire que réellement on m'a battu, mais pas par la violence. Pas par la violence, donc faire un bilan objectif du chemin et tirer les leçons. C'est ce qu'on retient. C'est ça. D'accord. Est-ce que finalement, dans le cas du Togo, c'est un pouvoir qui est trop fort ou une opposition trop faible? Le rapport de force entre le pouvoir et l'opposition se trouve dans les stratégies de lutte. La lutte politique pour l'alternance au Togo a été faussée à la base depuis les années 90. La stratégie n'a pas du tout été la bonne et les objectifs n'étaient pas nobles. C'est pourquoi des échecs se sont multipliés en face du pouvoir en place.
En 93, rien n'empêchait Edem Kodjo de prendre le pouvoir. Mais l'opposition s'est elle-même mélangé les pédales et il y a des mains à passer. En 2017, lorsque Tikpi Achadam a déclenché les hostilités, tout était bien parti pour que l'alternance vienne par les élections. Le PNP avait la possibilité de gagner beaucoup de sièges, suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale au cours des élections législatives pour constituer une alternative politique sereine et qui puisse valablement remplacer le pouvoir qui est là. Mais encore, ils se sont mélangés les pédales parce qu'il a confondu vitesse et précipitation, ou il a eu peur à partir de septembre en demandant à Fabre de prendre le devant de la lutte alors que Fabre n'était pas l'initiateur. Il n'a pas compris que Fabre mangeait déjà dans les assiettes où il était interdit d'aller. Ce n'est pas moi qui dis personne, quand on est opposant, personne ne doit approcher le pouvoir en place. Mais les portes d'entrée de Lomé 2 sont multiples. Et les moments sont aussi bien indiqués. Quand il y a toujours pénombre, tous les mouvements sont possibles. Plusieurs témoins savent de quoi je parle. L'opposition togolaise a glissé véritablement dans la léthargie en 2018, pas en 2021. Lorsque la C14 a décidé de boycotter les élections, nous l'avons dit sur ce plateau, l'opposition s'était tiré une balle dans le pied et elle devrait porter le mal, elle devrait rester paralysée pendant très longtemps. Après les élections du 20 décembre 2018, les locales du 30 juin 2019 ont montré que l'opposition avait quitté le terrain. Parce que de bout en bout, le parti au pouvoir avait dominé complètement les élections locales. Ce qui a été confirmé aux élections de 2020 avec ce score fleuve du candidat du parti au pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition est là au Parlement, mais elle est très faible. L'opposition qui est au Parlement est faible. Elle a très peu de force parce que du point de vue d'effectif, l'opposition ne tient pas, ne fait pas véritablement de contrepoids du parti au pouvoir. L'opposition traditionnelle radicale a perdu complètement le terrain. L'ANC qui s'était séparée de l'UFC est partie de 16 députés à l'Assemblée nationale à 0 aujourd'hui. Les partis de 30% aux élections présidentielles de 2015 à 4% en 2020. Alors, cet ensemble hétéroclite qu'on appelle DMK, en réalité, n'est pas une force politique. Le parti d'Agbeyome Kodjo a 3 députés à l'Assemblée nationale. 2 aujourd'hui. Ce n'est pas une force politique. Autrement dit, il faut une émergence d'une nouvelle classe politique au Togo. Sinon, la démocratie va prendre un coup, un grand coup. Même s'il n'y avait pas d'opposition au Togo,
il faut la créer pour permettre le jeu démocratique. On a aussi sur le continent des pays qui ont par exemple des oppositions très fortes. Dans le cas du Togo, est-ce que c'est le pouvoir qui manœuvre pour avoir ce type d'opposition que vous décrivez? Oui, le pouvoir peut manœuvrer pour avoir ce type de position, mais quand l'opposition est forte, quand l'opposition sait ce qu'elle fait, le pouvoir ne peut pas. Mais dans le cas du Togo, le pouvoir est obligé de manœuvrer pour affaiblir l'opposition. Donc ce qui fait que, comme les dirigeants de l'opposition mangent dans les assiettes du pouvoir, ils ne peuvent plus agir avec une certaine force. Parce que quand tu es toujours avec la personne, vous faites tout ensemble, c'est difficile pour toi de réagir. Le pouvoir a intérêt à faire cela pour garder son pouvoir. Parce que s'il ne le fait pas, et que c'est pas les marches, ça peut déranger un peu les systèmes. Or, ceux qui sont à la tête, qui peuvent manœuvrer cela, ont déjà pris de l'argent. Ou bien qui sont dans leur sac, ils ne pourront pas. Le jeune Tchada, c'est Tchada, non? Tchadam. Tchada Atidé, il paraît qu'il est très remuant au Togo. Mais Il a été. Il a été. Oui. Il a été. Mais peut-être il l'est parce qu'il n'est pas ici. Il est hors du Togo. Mais les autres, quand vous parlez de Jean-Pierre Fabre, moi je l'ai vu de loin. Mais est-ce que Jean-Pierre Fabre a encore cette force? Jean-Pierre Fabre a encore cette intelligence de pouvoir titiller le pouvoir qui est en place? Est-ce que le pouvoir fait peur à ceux qui sont là aujourd'hui? Ou bien c'est l'opposition même qui va en déconfiture? C'est cette question aussi qu'il faut se poser. Parce que les gens diront, l'opposition diront qu'ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette intelligence de pouvoir manœuvrer avec le pouvoir. Ils diront non, que le pouvoir fait peur avec son armée. C'est ce qui fait que nous sommes dans notre coin. Est-ce cela? Je ne crois pas. C'est parce que l'opposition togolaise même n'a pas encore pris la mesure de la chose, de pouvoir titiller le pouvoir qui est en place. Et tant qu'ils ne pourront pas titiller le pouvoir qui est en place, le pouvoir va toujours utiliser tous ces petits moyens-là pour pouvoir affaiblir l'opposition togolaise. Et on a une opposition qui a un facteur identitaire, c'est de ne jamais s'entendre sur l'essentiel. Oui, c'est un principe particulier de l'opposition togolaise. Parce que, je le disais tantôt, le combat et les objectifs ne sont pas les mêmes. Personne ne veut reconnaître en l'autre les qualités nécessaires pour conduire l'opposition vers une victoire. On trouve toujours les éléments ou les arguments nécessaires pour ne jamais s'entendre. Et pourquoi? C'est parce que tous ont le goût de l'argent, le gain de l'argent. Ils ne se battent pas pour la population. Non, leur objectif n'est pas une victoire politique, mais ce sont des victoires personnelles, d'enrichissement personnel qu'ils recherchent. C'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à manger dans les mains du pouvoir. Et là, je disais, l'opposition togolaise n'a pas d'objectif noble véritablement. N'a pas d'objectif noble véritablement dans la mesure où les leaders ne s'entendent jamais sur l'essentiel pour conduire un processus jusqu'à la victoire. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas véritablement entre eux et ils sont prêts à se saboter parce que chacun cherche à s'enrichir. Ce n'est pas réellement la victoire politique qu'on veut, mais c'est l'enrichissement. Pendant cette lutte, les honnêtes sont sortis pauvres, mais les autres se sont énormément enrichis sans avoir gagné véritablement une élection. C'est une réalité. L'opposition togolaise, ou du moins les leaders politiques, se sont créés eux-mêmes des totems qu'ils ont ravalés après. Il ne faut jamais toucher au pouvoir en place, sinon on n'est pas opposant. Mais en fin de compte, c'est vers le pouvoir qu'on va s'enrichir, prendre des mallettes d'argent, et 30 millions ont suffi pour que l'ensemble de l'opposition se noie. 30 millions. C'était en Côte d'Ivoire? Ou bien c'était au Ghana? C'était au Ghana. C'est Ouattara qui aurait donné, on ne sait pas trop. Voilà. Ghana ou Côte d'Ivoire. Donc, ça suffit pour casser
l'opposition regroupée au sein de la C14. La suite, on la connaît. Élection boycottée, perte de terrain. Aujourd'hui, on tente de reconquérir un terrain perdu, mais ce ne serait pas facile. Mais il faut qu'on retienne une chose. Dans l'adversité entre deux camps qui s'affrontent, chacun adapte ses armes selon la stratégie de combat de celui qu'il a en face. Est-ce que c'est le pouvoir en place qui est trop fort? Non. C'est l'opposition togolaise qui est trop faible. Parce que les leaders politiques de l'opposition n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas, je l'ai déjà dit, en tête un combat pour l'intérêt du pays. Mais chacun défend son intérêt personnel. Souvenez-vous, en 1994, lorsque l'UTD et Edem Kodjo et le quart de Maître Agboibor ont gagné ensemble les élections. Ils ne se sont pas entendus pour gouverner. Alors, est-ce que c'est Eyadema alors qui était trop fort? Non. Eyadema n'était pas trop fort, mais c'est parce que les deux hommes de l'opposition ne s'aimaient pas. Ils ne pouvaient pas unir leurs forces pour conduire. Mais Eyadema aussi a été habile pour aller choisir comme Premier ministre. Mais on n'est pas président pour rien. Qui avait le plus faible nombre de députés. Avant d'être président, c'est qu'on part de très loin, on se prépare sérieusement et on guette toutes les failles de l'adversaire. Je disais bien, le pouvoir adapte ses armes, ses stratégies compte tenu du système de combat de l'adversaire. C'est cela. Et Eyadema a vite compris que Edem Kodjo ne peut pas cracher sur le poste de Premier ministre. Et Edem Kodjo est sûr, et Eyadema le savait, en s'unissant avec Agboibor, selon leur accord avant les élections, c'est que Agboibor n'accepterait jamais lui donner le poste de Premier ministre. Agboibor avait envie d'être Premier ministre pour préparer les élections. Nous sommes d'accord. Les élections de 98. Nous sommes d'accord. Ouais. Alors, Eyadema ayant perçu cette faille-là, rapidement, a proposé le poste de Premier ministre à Edem Kodjo, qui avait 6 députés, sachant bien que ces 6 députés permettraient au pouvoir en place, donc au RPT, d'avoir une courte majorité à l'Assemblée nationale, mais qui avait son pesant d'or. Et puis, erreur deuxième, fatale pour Agboibor, il a déserté l'Assemblée nationale. C'était la fin du quart. Les élections qui ont suivi, Agboibor n'a eu que 3 députés. Nous sommes d'accord. C'est que l'opposition togolaise est vraiment atypique. Elle est atypique dans des stratégies perdantes. Complètement. D'accord. Alors, quand on fait le constat de cette faiblesse de l'opposition, est-ce qu'une opposition si faible fait les affaires du pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque dans un pays d'avoir une opposition si léthargique, si moribonde, si faible finalement? Parce que quand l'opposition est trop faible, vous laissez le boulevard au parti qui est en place, c'est-à-dire que les tenants du pouvoir, et cela n'est pas aussi bon, parce que ça peut les rendre fous, en pensant qu'ils sont tout ce qu'ils font est bien. Ils peuvent faire des erreurs. S'il n'y a pas quelqu'un pour corriger les erreurs, s'il n'y a pas quelqu'un pour leur dire non, on ne peut pas franchir ce seuil-là, vous voyez qu'ils peuvent franchir tous les seuils et à un moment donné, vous allez comprendre que le pouvoir a des problèmes. Il faut une opposition forte. Et c'est ce que M. Lemou disait tout à l'heure. Le parti en place élabore des stratégies selon l'adversaire qui se présente devant lui. Pour le moment, l'adversaire est tellement faible pour le pouvoir en place que le pouvoir en place peut manœuvrer, manipuler l'opposition comme il l'entend. Mais il va falloir que l'opposition se mette ensemble, réfléchisse ensemble avec le pouvoir, les moyens qu'ils ont. Parce qu'il faut lutter avec les moyens qu'on a. Les moyens que l'État a, le moyen que le parti au pouvoir a est énorme. Mais votre petit moyen que vous avez, vous pouvez élaborer des stratégies avec ça pour pouvoir aller contre la stratégie
du puissant. Parce qu'il arrive des moments où le lion même peut poursuivre une biche et puis le lion peut se perdre. Parce que la biche a compris qu'il faut avoir des stratégies. Je vis dans le même milieu avec des carnivores, je vis dans le même milieu avec des gens qui sont dangereux. Il faut trouver des stratégies. Que l'opposition togolaise trouve des stratégies. Parce que tant qu'ils resteront dans les anciennes stratégies, tant qu'ils resteront dans le même paradigme, ça sera difficile pour l'opposition togolaise de titiller le parti au pouvoir. Alors maintenant, vous avez aussi, au niveau de l'opposition aujourd'hui, quand on regarde aussi la carte, certains s'en vont définitivement sur la scène. Est-ce que ça aussi, on peut en apprendre une leçon et se dire, écoutez, il y a un renouvellement naturel qui est en train de se dessiner? Qu'on le veuille ou non, et les générations passent et se font remplacer par de nouvelles. Et Yadema a eu sa classe politique, ses partisans et ses adversaires. Yadema est parti, ceux qui étaient de sa génération s'en vont pratiquement, les uns après les autres. Ce qui montre naturellement qu'il y a nécessité de renouvellement des générations humaines et aussi des responsables de la classe politique. Mais dites-nous, aujourd'hui, Nathiaba Fambaré ne vit plus. Lorsque Jean-Pierre Fabre va à une négociation et trouve en face de lui le fils de Nathiaba, de quoi ils vont discuter? Il n'y a pas de débat. Parce que Jean-Pierre Fabre est dépassé. Ses promotionnaires sont dans l'au-delà, ou du moins ont pris leur retraite. Il fallait de nouvelles personnes, de nouveaux interlocuteurs. Les données ne sont plus les mêmes. Il faudrait que la classe politique se renouvelle. C'est impératif. C'est très dangereux, aussi bien pour le pouvoir que pour le pays, qu'il n'y ait pas d'opposition dans un système démocratique. Lorsque le pouvoir en place est amené à se fabriquer lui-même son opposition, c'est que le pays lui-même, il est foutu. Très souvent, c'est l'opposition qui attire l'attention des tenants du pouvoir pour procéder à des réformes. Vous avez vu les résultats des élections législatives du 20 décembre 2018. Oui. Apparemment, le parti au pouvoir n'avait pas la majorité absolue. Parce qu'il y avait une forte proportion des indépendants. Des indépendants un peu colorés. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'Assemblée nationale dans sa composition actuelle, l'opposition n'existe pas. Ou presque pas. Ceux qui montent encore la voix, comme Diritama, comme Kagbara, qui encore... Bon, je ne sais pas si l'UFC encore est de l'opposition. L'autre, Sénat puis se débat comme un beau diable pour défendre je ne sais quoi. Mais les élections à venir, que ce soit les régionales ou les législatives de 2023, s'annoncent et rien n'est rassurant qu'on puisse avoir à l'Assemblée nationale une forte représentation de l'opposition. En tout cas, peut-être avec la participation de tous les anciens qui n'étaient pas, parce que 2018, il faut aussi être, comment dire, un peu complet dans l'analyse. Vous savez qu'il y a une classe politique de l'opposition très importante qui n'a pas participé. C'est ce que j'appelais cette opposition qui s'est tirée une balle dans le pied en boycottant les élections. Un bon stratège politique ne boycotte pas les élections. Soit on a suffisamment de force pour empêcher la tenue des élections, ou on participe, même s'il faut gagner un score aussi minable qu'il soit, il faut y être. Il faut être sur le terrain. Parce que dès que vous quittez le terrain, ce terrain est immédiatement occupé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. En politique, le vide ne se pardonne pas.
Ils ont boycotté, le résultat est là. Mais ce qui est grave, ce qui est très grave, vous voyez, cette composition de l'Assemblée nationale, elle a permis des réformes. Quand je dis grave, grave pour l'opposition. Depuis 2006, ou les élections de 2007, les élections de 2013, l'opposition était fortement représentée à l'Assemblée nationale, mais n'a pas permis les réformes. Il a fallu que cette opposition radicale boycotte les élections pour permettre les réformes. Maintenant, pour la mise en œuvre effective de ces réformes, maintenant que certains leaders de l'opposition ont gagné des mairies et comprennent la réalité de la gouvernance, de la responsabilité de quelqu'un qui se veut un dirigeant, eh bien, il faut maintenant que cette opposition rentre à l'Assemblée nationale et participe au débat constructif. Avant, c'était un débat de blocage. C'est pourquoi toutes les négociations, que ce soit en 2006 avec le Premier ministre Agouibo pour conduire une transition, ces négociations ont échoué. En 2014, Togo Télécom 1, 2 ou je ne sais combien ont échoué parce que là, l'opposition était là, forte à l'Assemblée nationale, mais elle était forte pour bloquer toutes les réformes. C'est ça qui a conduit le pays jusqu'à présent et c'est une chance en 2018 que elle a boycotté et les réformes ont eu lieu. Il faut nécessairement qu'elle revienne. Maintenant qu'elle est beaucoup plus sage, il faut que l'opposition revienne, mais surtout l'opposition constructive. Et il faut une nouvelle classe de responsables politiques qui entrent à l'Assemblée nationale en nombre suffisant pour servir de contrepoids aux partis au pouvoir. C'est très important pour la démocratie dans notre pays. Nouvelle classe, beaucoup le disent aussi, elle ne se décrète pas. Comment on l'a créée, cette nouvelle classe? Parce que les jeunes dans les partis politiques ne se bougent pas trop non plus. Non, il faut que les jeunes dans les partis politiques puissent bouger. Parce que la vieille classe doit partir. Elle a déjà peut-être 5 ans pour partir. Donc il faut qu'une nouvelle classe politique de jeunes se crée. Elle ne se crée pas pour le moment, on ne voit rien à l'horizon. Non, il y a des jeunes qui se trouvent dans des partis politiques. Peut-être que les aînés ne veulent pas les laisser éclore. C'est pourquoi je disais qu'il faut changer de paradigme. Quand on ne peut pas, de nous-mêmes, laissons la jeunesse faire le travail comme il se doit. Oui, mais ça, quand vous le dites, par exemple, au niveau de la classe politique de l'opposition togolaise, vous allez prêcher du matin au soir, vous n'allez pas être entendu. On va vous opposer le fait que faire de la politique demande beaucoup de moyens, les jeunes n'ont pas des moyens. On va vous donner toutes sortes d'arguments. Et les jeunes, eux-mêmes, sont là, contemplent la situation et semblent se plaire dans les seconds rôles aujourd'hui. Non, c'est pas parce que les jeunes se plaisent dans les seconds rôles. C'est parce que ceux qui sont là, les aînés ne veulent pas les laisser éclore. Est-ce qu'on laisse en politique? On doit laisser en politique. Moi, je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire avec le PDCI. Le président Henri Konan Bédié, qui a presque 94 ans, il est encore au pouvoir. Pourtant, il y a des jeunes qui sont au PDCI, qui sont très efficaces, qui peuvent éclore. Donc le problème, il est africain, il n'est pas que togolais. Le problème, il est africain. Oui. C'est ce que le frère venait de dire. Les gens ne viennent pas au pouvoir pour aider le peuple, mais les gens viennent au pouvoir pour se servir leurs amis, leurs enfants et se faire voir. Sinon, si c'était pour aider le peuple, si c'était pour faire avancer notre Afrique, pourquoi ne pas former les jeunes? Parce qu'il faut que les jeunes se forment. Souvent, il y a des vieux qui ne veulent même pas former ces jeunes qui sont dans les partis politiques. Il faut former les jeunes qui sont dans les partis politiques. Parce que chaque classe a sa lutte qu'il doit faire. Ceux qui ont lutté avec le président Eyadema, ce ne sont pas eux qui sont actuellement là. Il y a une nouvelle classe qui lutte avec le président Soussina Yassingbe Fort. Après cette classe-là, il y aura une autre classe encore. Maintenant, si la classe actuelle ne peut pas faire bouger des lignes, si cette classe actuelle trouve que le parti de Fort est trop fort pour eux, mais qu'ils cherchent à former la jeunesse pour que dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui,
comme toutes les classes politiques en Afrique, quand ils sont au pouvoir, ils ne cherchent pas à former d'autres personnes. On a vu ça avec le RDR à Abidjan. Ouais. Il a fallu que le Premier ministre Gon Coulibaly meure décède. et que le président Alassane revienne encore dans l'arène politique pour dire que non, mon Premier ministre est décédé, c'était lui mon dauphin, il n'y a plus de dauphin, il faut que moi-même je revienne. Et qu'il est revenu. Et vous allez voir que partout en Afrique, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis que l'opposition togolaise doit changer de paradigme. Chercher à former ces nouveaux jeunes-là, en attendant que le parti au pouvoir est encore dans son éthargie, est encore dans son confort. Au moment qu'ils vont savoir que des jeunes sont formés, peut-être que Fort serait déjà vieux, il n'aura pas cette force, cette vigueur de lutter contre ces jeunes-là. Donc c'est quoi? Vous demandez aux jeunes de se soumettre tranquillement aux aînés, attendre leur tour? Non, pas à ce que les jeunes se soumettent. Il faut que les jeunes bougent dans leur parti politique pour dire à ces aînés-là, si vous ne pouvez rien faire, laissez-nous faire une autre politique, une autre manière de faire la politique, pour que dans 20 ans, dans 30 ans, parce que quand on crée un parti politique, ce n'est pas venir dégager celui qui est déjà au pouvoir. Ce n'est pas pour le dégager, mais c'est pour donner les idées à la personne. C'est pour vraiment se faire aimer par le peuple, par notre manière de faire, de notre manière d'agir sur le terrain. Maintenant, si ces aînés qui sont là aujourd'hui, dans la lutte avec celui qui est au pouvoir, c'est un peu difficile pour eux. Parce que je sais que c'est difficile, le système de fort est trop fort pour l'opposition togolaise. Donc il va falloir que l'opposition togolaise s'asseye pour chercher à trouver d'autres stratagèmes qui vont amener le président Fort, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, à quitter le pouvoir. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous dites? Oui, parce qu'il est encore jeune. Le président Fort est encore jeune. Par rapport Mais à actuellement, il est techniquement dans son premier mandat, selon ce que disent certains. Dans son troisième, dans son quatrième, c'est selon. Et qu'il n'en a plus qu'un seul après. Non, moi, les histoires de premier mandat, de deuxième mandat, de troisième mandat, ce n'est pas là le problème. Est-ce que celui qui est là, qui a fait 10 mandats là, est-ce qu'il travaille très bien? Si vous posez la question, S'il travaille très bien, s'il travaille très bien, faire plusieurs mandats n'est pas le problème. Mais moi, je dis, quand vous savez que les règles de jeu là, nous-mêmes on s'est établis, à un moment donné, quand on doit appliquer les règles de jeu, il faut qu'on soit fair play pour que les règles de jeu soient appliquées. Parce que quand les règles de jeu ne sont pas appliquées et que vous violez la Constitution, vous mettez à dos une partie de la population. Et cela n'est pas bon. Quelle place vous donnez à cette jeunesse des partis politiques pour la relève? Je ne suis pas jeune. Je ne sais pas quelle place occupe la jeunesse dans les partis politiques. Ce qui est sûr, quand j'analyse le parti au pouvoir, il y a une très forte représentation de la jeunesse aux instances de décision. Le président de la République lui-même n'est pas vieux et son entourage est suffisamment jeune. Mais lorsque je prends l'opposition, oui, quelques jeunes gesticulent par-ci, par-là, mais ce n'est pas encore ça. Ils n'ont pas, la jeunesse de l'opposition n'a pas vraiment la main sur la conduite des affaires de leur parti pour espérer jouer des rôles fondamentaux. Prenez la dernière élection locale. Combien de candidats de l'opposition étaient jeunes dans les circonscriptions ou du moins dans les communes où l'opposition a eu des listes? Combien de jeunes ont conduit les listes de l'opposition? Contrairement au parti au pouvoir, pratiquement c'est la jeunesse qui a conduit les listes. Prenez Lomé. Tous les maires de Lomé, de la zone Lomé, Grand Lomé, tous les maires de la zone Grand Lomé du parti au pouvoir sont jeunes. Mais tous les maires de l'opposition sont vieux. On peut aller plus loin dans les autres zones. C'est-à-dire que le président Fort a pris déjà le pas sur l'opposition. C'est Alors, ce que j'expliquais. S'il faut que les générations se renouvellent, à l'hypothèse que, oui, Fort a fait un certain nombre de mandats, ou le parti au pouvoir a fait un certain nombre de mandats, il faut remplacer les générations. Est-ce qu'il faut remplacer la jeune génération par la vieille génération?
Est-ce que ça a un sens? Vous voyez une alternance où Faure est remplacé par Fabre? On va où là? Si telle est la volonté du peuple, Le peuple, quelle est sa volonté? C'est d'avancer ou de reculer? vous C'est trouvez cela. que ce serait un recul si ça arrivait? Je prends un exemple très simple. Lorsque vous prenez les luttes Ebola, que ce soit au Sénégal ou au Togo, en pays kabien, les générations se renouvellent. On ne peut pas demander à un jeune ou quelqu'un qui a fini il y a 5 ans sa phase d'initiation de revenir combattre avec quelqu'un qui vient d'être initié. Il perdra tout de suite. Oui, mais si le peuple décide de choisir l'expérience au détriment de la jeunesse, L'expérience, le président de la République l'a ou il l'a pas? Il l'a. S'il faut continuer, qui a plus d'expérience entre Faure et Fabre, qui a plus d'expérience dans la gestion des affaires de l'État? Il n'y a pas match. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse mûrement. Il faut que l'opposition comprenne. Il faut que l'ensemble de la jeunesse togolaise comprenne qu'il faut une émergence d'une classe nouvelle. Une classe politique nouvelle. Surtout du côté de l'opposition, pour espérer servir de contrepoids à la dynamique, à la jeune dynamique du parti au pouvoir. mais ça c'est l'opposition qu'il doit comprendre, ou c'est la jeunesse de l'opposition? La jeunesse de l'opposition, la jeunesse dans son ensemble, je disais bien, lorsque le pouvoir en place est trop fort et n'a pas en face une opposition forte, c'est dangereux pour la vie démocratique dans le pays. C'est dangereux pour les gouvernants eux-mêmes. Parce que personne n'ayant la force nécessaire d'attirer leur attention, de les empêcher de s'égarer, ils se croiront tout permis. Tout permis, oui. On parle d'une majorité sereine. Cette sérénité de la majorité, est-ce qu'on la voit, ou plutôt on a une majorité qui, j'ai envie de dire, trop suffisante? Non, je dis que la majorité est trop suffisante, c'est aller trop loin. C'est une majorité qui est sereine. Parce que le président Faure s'est fait entourer de jeunes cadres par rapport à l'opposition, qu'il y a encore des personnes âgées. Parce qu'il a mesuré la grandeur de la chose. Il sait que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sont ces jeunes-là qui vont gérer le pays. Donc il faut les mettre à l'épreuve très tôt. Et c'est ce que le président Faure a fait. Par contre, l'opposition est restée toujours dans ses bottes avec la vieille classe politique qui est encore là. Ils ne veulent pas faire émerger la jeunesse. Donc ça veut dire que le président Faure a déjà un pas d'avance sur l'opposition. Et ça sera tellement difficile pour l'opposition de les rejoindre. C'est ce qui fait qu'ils sont serrés dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que c'est la jeunesse. Cette jeunesse qui a étudié soit en Occident, soit dans les grandes écoles, d'autres même sont dans les grandes institutions, par rapport à la jeunesse de l'opposition qui traîne encore les pas à Lomé. Vous voyez qu'à un moment donné, quand cette jeunesse-là va se présenter par rapport à la jeunesse de l'opposition, le peuple sera obligé de choisir cette jeunesse qui est déjà aguerrie par rapport à l'autre jeunesse qui n'a pas encore d'expérience, parce que les vieux qui sont dans les partis politiques ne veulent pas les laisser éclore. Donc il va falloir que l'opposition fasse un travail de fond. Est-ce que vous voyez en 2022 cette opposition se réveiller? Elle peut le faire dans un sursaut d'orgueil. Si les leaders de l'opposition actuelle, je veux parler de l'opposition radicale traditionnelle, acceptent de mettre les jeunes au devant, conduire les listes, il y a de fortes chances qu'ils glanent des sièges et se présenter en une force considérable à l'Assemblée nationale. Même s'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de chance de pouvoir gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Ce sera un grand pas. Mais si ces vieux continuent de traîner leur carapace au devant des scènes, ce sera vraiment la mort totale de l'opposition
face à un pouvoir très fort, qui a de l'énergie à revendre. Le parti UNIR actuellement a de l'énergie à revendre. Contrairement, vous l'avez dit, à l'opposition qui est très 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 fébrile. Et cette fébrilité est due au fait que les têtes des partis n'ont plus de jus. Il n'y a plus de jus. Il faut laisser, il faut mettre les jeunes au devant. Mais vous avez quand même c'est vrai qu'il y a dans l'opposition, tous ceux qui sont là, on les a vus pour la plupart au niveau de la conférence, mais les partis maintenant sont relativement jeunes. L'ANC est créée il y a à peine 10 ans, FDR créé il y a combien d'années? Quand on fait le point de tout ça, on se dit que ce n'est pas des partis si vieux que ça sur la scène. Le président de FDR était à la conférence nationale, oui, aux côtés de Agboibo. Le président de l'ANC était aux côtés de Gilles Christ à l'Assemblée nationale et à la conférence nationale et jusqu'en 2010. Nous sommes d'accord. Est-ce que c'est la création de la structure qui est jeune ou bien c'est le leader qui est jeune? Qu'est-ce qui fait marcher? Et prenez tous ceux qui l'entourent. Tous ceux qui l'entourent, qui a moins de 60 ans, ils sont tous théoriquement à la retraite. Ils ont l'âge de la retraite. Mais voilà, c'est à eux de décider de ce qui doit être l'avenir du pays. Et non, quand on atteint un certain âge, on réfléchit au passé. On n'a plus la dynamique de projection dans l'avenir. C'est ça la différence entre l'opposition et le parti au pouvoir. Quand vous prenez la branche jeunesse du parti au pouvoir, mais attention, ce ne sont pas des cadres moindres. C'est des cadres de très haut niveau. Très très haut niveau. Lorsque vous prenez la branche de la sagesse, mouvement des sages du parti, mais c'est des matières grises qui ont fait leur temps, qui ont une expérience et aujourd'hui ils accompagnent l'équipe jeune qui conduit le pays. Du côté de l'opposition, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. C'est le passé qui est au devant et l'avenir est derrière. Ça ne peut pas marcher. Même les partis pris en eux-mêmes, ça ne tient pas. La plupart des partis politiques, lorsque vous demandez l'organigramme ou le bureau du parti, ça se résume peut-être au président fondateur ou bien à 2 ou 3 personnes. Le reste n'existe pas. Certains partis, certains leaders ont oublié même qu'ils sont des chefs de partis politiques. Alors, que dire pour 2022? Est-ce que cette léthargie doit continuer? Il faut que ça bouge un peu plus sur la scène. Peut-être, logiquement, on devrait avoir les législatives en 2023. Donc, 2022 devrait être une année préélectorale. Ça va faire bouger les choses? Moi, je crois bien que ça doit bouger. Parce que si ça ne bouge pas, c'est l'opposition togolaise qui meurt à petit feu. J'ai une question à me poser. Est-ce parce que il y a des problèmes de moyens financiers qui font que la jeunesse des partis politiques ne veut pas bouger, que cette jeunesse se met juste derrière et les vieux opposants qui ont peut-être, eux, un peu de moyens, mais qui ne veulent pas libérer les moyens? Parce que quand vous prenez le parti au pouvoir, tous les jeunes qui sont, c'est des hauts cadres. Mais au niveau de l'opposition, je ne crois pas qu'il y ait de hauts cadres dans la jeunesse. Est-ce parce qu'ils ont peur? Ils peuvent travailler dans la fonction publique, ils peuvent être des hommes d'affaires puissants, mais peut-être qu'ils ont peur de la réaction du parti au pouvoir. Ce qui fait qu'ils préfèrent être dans le parti au pouvoir que d'être dans l'opposition. Est-ce que ce n'est pas cette hantise de peur-là qui fait que l'opposition togolaise est faible? Ça aussi, c'est une question que je me pose à chaque instant. Parce que j'ai l'habitude de croiser certains jeunes du parti politique sur ce plateau.
que apparemment quand tu les vois, c'est des jeunes fougueux, c'est des jeunes qui s'expriment bien, c'est des jeunes qui ont vraiment de la matière grise. Mais pourquoi l'opposition, la jeunesse de l'opposition togolaise ne bouge pas? Est-ce par manque de moyens financiers? Moi, je crois bien que c'est par manque de moyens financiers qui fait que cette jeunesse ne bouge pas. Cette jeunesse se met toujours derrière les vieux qui ont déjà fait leur temps, qui ont les moyens, mais qui aujourd'hui, quand ils regardent leur âge, ils ne peuvent plus libérer l'argent comme il se doit parce que l'ego est là. Comme ce n'est pas eux, ils ne veulent pas que d'autres personnes soient à la tête des partis politiques. Mais comme ces jeunes-là aussi n'ont pas les moyens, ils sont obligés de faire la courbette, ils sont obligés de les suivre. Et en ce moment-là, en les suivant, ça tue l'opposition togolaise à petit feu. Il appartient donc à la jeunesse de prendre ses responsabilités. La jeunesse doit prendre ses responsabilités, mais aussi le parti au pouvoir ou les dirigeants ne doivent pas avoir peur de l'émergence de la jeunesse sur le plan économique. Il faut que la gouvernance permette la naissance d'une classe moyenne. On vous laisse le temps de